Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre. Et encore une fois, cette semaine avec nous, la réalisatrice et recherchiste de cette émission, Jocelyne Cauvier. Alors, tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Comment ça va? Ça va toujours bien? Deuxième émission de la saison. Oui. Le coup d'envoi est fait. Oui, et la participation est bonne sur mon Facebook. Donc maintenant, c'est rendu public. Donc même si les gens ne sont pas amis avec moi sur Facebook, ils peuvent quand même répondre au sujet. Et je vais le mettre aussi sur la page Facebook de la télévision communautaire. Donc, on est sûr de rejoindre les gens. Ça va être merveilleux. Il y a une superbe de belle participation. Oui. Donc, on est vraiment interactif. Et puis, ça fait toujours plaisir de partager avec les gens les différents témoignages, les différentes opinions qui sont amenées là, directement sur ta page Facebook. Exactement. Ça permet de voir les deux côtés de la médaille, parce que c'est sûr que j'ai toujours une opinion préétablie, mais je dois dire que souvent, ça évolue. Je lis des choses, je me dis « Ah, ben oui, je n'avais pas pensé à ça. » Donc, c'est intéressant. Souvent, ça peut être surprenant. On peut changer d'avis en faisant l'émission même, hein? Tout à fait. Donc, le sujet de cette semaine. Donc, on parle des soins à l'étranger. C'est quelque chose, on entend de plus en plus d'histoires dans les médias. Donc, c'est des gens, des Québécois qui décident d'aller se faire soigner dans un autre pays, soit parce que le traitement n'est pas disponible ici, ou soit parce que les listes d'attente sont interminables et la personne a envie de se faire soigner rapidement. Donc, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, et ça, c'est partout dans le monde. Les gens on appelle ça le tourisme médical. Il y en a de plus en plus. Comme je le disais, par exemple, des statistiques, en 2014, 52 000 Canadiens se sont fait soigner à l'étranger. Là-dessus, il y avait 6 284 Québécois. Et le fameux tourisme médical, ça s'accroît de 15 à 25 par année à travers le monde. C'est quand même énorme. Et en 2013, pour donner un autre exemple, il y a 500 Québécois qui se sont fait traiter à Cuba. Plusieurs interventions dans ce pays sont moitié moins chères. Et tout de suite, quand on parle de, par exemple, se faire soigner en Amérique du Sud, en Asie, des fois, on a des préjugés. Moi, la première, je m'étais dit, mon Dieu, avant que je vais me faire soigner dans une place comme ça. Mais étonnamment, en faisant la recherche, j'ai vu que ces hôpitaux-là, souvent, ont des équipements aussi modernes que les nôtres, sinon plus. À la fine pointe. À la fine pointe. Et leurs médecins sont extrêmement spécialisés. Ils vont venir, par exemple, au Canada, aux États-Unis, se spécialiser dans des domaines très, très pointus. Donc, aller se faire soigner à l'étranger, c'est pas nécessairement d'une espèce d'hôpital avec des règles d'hygiène douteuses, etc. Il y a des hôpitaux vraiment qui sont comparables ici. Ou du moins qui donnent cette image-là. Qui donnent cette image-là, oui. Puis je te laisse poursuivre. En Inde, les interventions coûtent de 4 à 5 fois moins cher. C'est quand même assez impressionnant comme statistique. Avec les équipements les plus modernes, hein, oui? Ça a l'air que c'est à la fine pointe. Ce qui arrive, la différence de prix, c'est que la main-d'œuvre dans ces pays-là est beaucoup moins chère qu'ici. Les syndicats sont moins forts là-bas, peut-être. En effet. En Thaïlande, les salles d'opération fonctionnent 24 heures sur 24 et on y trouve 85 interprètes. Ça représente beaucoup la demande à ce moment-là. On devine là, que ce n'est pas nécessairement tous des personnes qui parlent la même langue qui se présentent pour recevoir des soins. 1,5 million de patients étrangers à chaque année. Une autre statistique très intéressante. Et il existe 15 entreprises de tourisme médical au Canada. Oui, ça, parce que quelqu'un qui décide, moi, j'ai une opération pour le dos à Cuba, je commence par où? Donc, il y a des agences de voyage. Ah, OK, là, je comprends mieux. Là. Oui, qui sont carrément spécialisées. Eux, ils vous organisent tout, le visa, les hôpitaux, les rencontres. C'est un voyage clé en main. Tout est organisé par ces agences de voyage de tourisme médical. Non seulement il y a de la demande, mais le marché s'y est prêté de façon assez professionnelle. Merci. Voilà. Et on a un exemple de cas ici. Oui. Je te laisse y aller. Donc, on a une dame de Magog ça a fait les manchettes il n'y a pas longtemps. Elle doit se rendre en Allemagne pour recevoir une chimiothérapie spéciale. Et chaque voyage lui coûte 17 000 je sais qu'il y a par exemple, les chevaliers de colon de sa région qui font des levées de fonds pour essayer d'aider la dame en question. Et on disait dans l'article que ses tumeurs ont diminué.
suite à cette fameuse chimiothérapie spéciale-là. Alors là, on ne parle pas d'une guérison, mais bien d'une diminution des tumeurs en question. Diminution des tumeurs. Est-ce que le résultat aurait été le même avec un autre traitement au Québec? Bon, là, c'est sûr que c'est difficile de comparer. Et il y a le ministre de la Santé, M. Barrette, qui a affirmé que le même traitement était offert au Québec, que dans le fond, ce n'était pas une nouveauté. On trouve ça ici. Après, il y a des gens qui ont dit non, on trouve ce traitement-là au Québec, mais seulement dans les soins palliatifs, c'est-à-dire pour une fin de vie. Donc, le but n'est pas de guérir la personne, de prolonger sa vie. C'est un soin de fin de vie pour soulager la personne. Donc, si on veut vraiment avoir une chimio de ce type-là pour guérir, entre guillemets, il faudrait aller en Allemagne, selon l'article en question. Et M. Barrette a commenté tout ce tourisme médical-là, et ça a fait des vagues. Ce qu'il a dit, c'était que c'était le commerce de l'espoir. Donc, des entreprises, des hôpitaux à l'étranger qui abusent un peu, entre guillemets, de la naïveté des gens. C'est un commerce, on veut l'argent des gens, des touristes médicaux, et dans le fond, c'est pas toujours professionnel. S'il y a des complications, on fait quoi? C'est un autre pays. Donc, M. Barrette mettait un bémol à tout ça. Il nous disait, oui, mais à quel prix? Il faut faire attention. Et souvent, les personnes qui vont profiter de ce genre de service-là, on parle ici de maladies souvent incurables. Bien oui, comme la dame à question, bon, c'est souvent dans les cas de cancer. Bon, il y a des gens qui vont, par exemple, à Cuba parce que la liste d'attente est moins longue. C'est une chose, mais souvent, on parle dans les cas de cancer où on te dit, par exemple, ben, il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire pour toi. Donc, on peut comprendre que les gens essaient de chercher partout pour se sauver la vie à l'extérieur, tout ça. Et quel choc c'est dans la vie d'apprendre un tel diagnostic. Oui. C'est un bouleversement incroyable là, au niveau de la vie de tous les jours là, et de la famille qui entoure la personne concernée aussi. Et on en a discuté un peu en préparation d'émission, mais j'aimerais référer les gens à une émission qui est diffusée aussi à Télé-Québec, animée par Guylaine Tremblay, très populaire au niveau de l'émission Unité 9 diffusée à Radio-Canada. Et je vous inviterai à aller voir l'émission datée du 16 septembre dernier où on parle de soins pour combattre le cancer et l'argumentaire qui entoure la façon de combattre cette maladie-là qui est tout à fait terrible. Et ça apporte vraiment à approfondir la réflexion par rapport à l'excellente discussion qu'on risque d'avoir suite à la réalisation de l'émission Le pour et le contre d'aujourd'hui. Je suis persuadé que ça va créer des conversations très intéressantes chez nos téléspectateurs. Je crois qu'il y a un lien peut-être important que tu voulais peut-être partager avec les gens à la maison, qui faisait référence à quoi? Parce que c'est sûr que je n'énumérerai pas le lien que je vois là, parce que c'est un vocabulaire en soi. Non, mais c'était plus par rapport à la préparation de l'émission pour nous, parce que justement, quand on fait la recherche pour ces émissions-là, souvent, les sujets viennent de quelque chose qui passe dans les manchettes. Et justement, cet article-là expliquait un peu l'histoire de la madame qui était vraiment pas contente après le ministre Barrette, parce qu'elle dit non, c'est pas du commerce de l'espoir, je vais mieux. Donc, c'est quand même... c'est un bon sujet d'émission parce qu'il y a vraiment des pour et des contre dans ce dossier-là. Tout à fait. Puis la discussion peut vraiment être large au niveau des avantages et des désavantages, comme la madame qui va rallonger sa vie de 6 mois versus avec un traitement et qui n'aurait une espérance de vie que de peut-être seulement 1 mois, 2 mois sans le traitement. Pour la personne concernée, ça peut faire toute la différence dans l'argumentaire. Hein? On s'entend là-dessus. Exactement. Il suffit de le vivre soi-même pour comprendre. Et naturellement, je n'ai jamais vécu quelque chose aussi dramatique dans ma vie, mais on a tous, excusez-moi, on a tous quelqu'un près de nous qui a été touché par le cancer. Par le cancer, et donc... Même que malheureusement est décédé dû à cette maladie incurable. C'est ça. À froid, c'est sûr que des fois, on entend parler d'un traitement extrêmement dispendieux qui rallonge de 3-4 mois et les gens se disent, mon Dieu, c'est dépensé. Ça donne quoi? Mais pour la personne, pour la famille, ce 3-4 mois-là, c'est peut-être nécessaire pour amener un deuil ou... Oui, puis faire la paix avec l'ensemble de sa famille et pouvoir se préparer au grand départ. Alors, la formule habituelle, argument contre, argument pour, et on débute avec les arguments contre. Et je dois avouer qu'il y avait moins de contre. Il y a souvent une tendance lorsque je mets des sujets comme ça. Ah bon? Et la plupart des gens étaient pour le financement de ces traitements-là.
Les contre, il y en avait moins. Et puis, on doit le dire, ce n'est pas nécessairement quelque chose de très répandu de pouvoir se faire rembourser ce type de traitement-là qui se donne à l'extérieur par l'Assurance maladie du Québec. C'est aux frais de la personne, donc... Est-ce qu'il y a certains traitements à l'intérieur de la recherche? Est-ce que tu as découvert qu'il y avait peut-être une ouverture sur... J'ai pas trouvé de traitement à l'extérieur comme ça, que tu peux te faire rembourser, par exemple, un traitement en Inde, tout ça. Expérimental. Par contre, au Québec, les médecins sont au courant. Il y a des traitements expérimentaux qui existent. Donc, un genre de filtrage qui se fait au niveau des spécialistes qui viennent naturellement du Québec. Quand même important de parler à son médecin parce que je connais personnellement des gens qui avaient un cancer incurable et on leur a proposé, oui, mais il existe une espèce de traitement expérimental, est-ce que vous voulez être entre guillemets cobaye? Et honnêtement, je comprends les gens qui ont envie, qui n'ont rien à perdre finalement, et d'essayer. Et lorsqu'on est touché par une maladie quelconque, c'est important de beaucoup questionner. Vous allez, c'est souligné dans l'émission à laquelle je vous référais tantôt, Banc public, diffusée sur Télé-Québec, de poser beaucoup de questions et surtout de s'informer à propos des statistiques, parce que bien souvent, si on était au courant des statistiques réelles, on serait peut-être un peu moins motivé à aller vers certains traitements qui peuvent avoir des effets secondaires incroyables. Oui. On sait que la chimiothérapie, c'est pas du bonbon, là. Exactement. Alors, est-ce que tu veux débuter avec le premier argument contre? Donc, l'argument contre qui a sorti le plus, c'est que c'est le coût de société, évidemment. Admettons que demain matin, le gouvernement du Québec décide de payer l'ensemble des traitements. Ces traitemants-là plus rares, si on veut, OK, on va faire les mêmes traitements qu'en Allemagne, on va payer les chimiothérapies pour les maladies extrêmement rares. Est-ce qu'il faut couper quelque part? C'est sûr qu'à un moment donné, c'est des choix de société. Donc, puis on va vraiment... le taux de cancer augmente d'année en année. Oui. Et puis on va avoir vraiment des décisions extrêmement difficiles à prendre par rapport à l'ensemble des traitements qui sont même considérés comme acquis maintenant et qui vont même être obligés d'être mis en question par rapport à notre capacité de pouvoir soutenir le traitement en tant que tel. La population vieillissante, donc il faut bien réfléchir les décisions qu'on prend aujourd'hui. Oui. Et ça ne sera pas facile. C'est des choix déchirants, parce que c'est des patients qu'il y a derrière ça. Ce n'est pas seulement des chiffres et des feuilles de papier. Là. Il y a des gens. Le de chimio, je crois que c'est et je ne pense pas me tromper, c'est des alentours de 100 000 pour un traitement. C'est quelque chose. Là. Oui. On ne s'attend pas à ce que ce soit si dispendieux que ça. J'y vais avec le deuxième. Oui. Créerait un précédent, il faudrait payer pour tous les traitements dispendieux, c'est ce que je viens de dire dans le fond. Bien, exactement. On s'arrête où? Il existe, j'ai déjà fait une émission sur les maladies rares parce que j'expliquais notre cas dans notre famille. On est porteur d'une maladie rare, la maladie de Fabry. Le traitement coûte 250 000 par année. Il nous a été refusé. Donc, admettons qu'on décide, par exemple, en Alberta, c'est offert gratuitement. Disons que le Québec offre le traitement pour la maladie de Fabry. Il doit logiquement offrir le traitement pour les autres maladies rares aussi pour être équitable. Mais il y a des maladies rares que le traitement est encore plus dispendieux que ça par année. C'est un problème éthique. C'est sûr que je ne suis pas objective. Moi, honnêtement, je paierais tous les traitements pour les maladies rares parce qu'on ne choisit pas quelle maladie on a et pourquoi on va traiter telle maladie et plutôt pas telle autre. Mais bon, objectivement, je suis quand même capable je suis consciente que c'est beaucoup d'argent. Qu'à un moment donné, si le gouvernement paie ces traitements-là, il va falloir qu'il coupe ailleurs. Mais c'est dommage d'en arriver à devoir décider ça, d'avoir peur de créer des précédents. Si on paie un traitement expérimental pour le cancer, bien après ça, chaque fois qu'il va y avoir un traitement expérimental, qu'il va falloir le payer, le gouvernement pense à ces choses-là. Mais je trouve ça triste de devoir faire des choix comme ça. Moi, honnêtement, j'aimerais vivre dans un je m'en allais dire un pays, dans une province où on n'a pas ce genre de choix-là à faire, où les traitements sont... Ouais. Donc, toi, tu as envie directement la conséquence. Donc, c'est un traitement. Est-ce que ce traitement-là permettrait de te guérir ou simplement de contrôler les symptômes pour améliorer tes qualités de vie? C'est un traitement pour stabiliser. Et souvent, dans les maladies rares, on ne peut pas les guérir, malheureusement. Et comme je l'avais déjà expliqué, ce sont des traitements qui vont éviter souvent des conséquences comme la dialyse, etc. Et donc, en n'offrant pas le traitement,
au bout du compte, ça va coûter beaucoup plus cher au système de santé parce qu'une dialyse, c'est très, très cher, sans compter toutes les conséquences qu'il peut y avoir aussi. Donc, des fois, le gouvernement fait un mauvais calcul. Est-ce que je dois comprendre que toi, actuellement, tu as eu un traitement qui est connexe, peut-être pas avec les mêmes objectifs à atteindre, mais qui permet tout de même d'avoir un certain contrôle sur ta situation? Bien, je reçois actuellement un traitement pour le lupus. Oui. Ça a été accordé. C'est aussi un traitement qui est dispendieux, qui coûte à peu près 20 000 par année, bien, qui est plus abordable, que le gouvernement paye. Il faut quand même qu'il y ait un Tu vis avec les deux? Oui, on est porteur de la maladie de Fabry et j'ai le lupus et la dysautonomie. Donc, le traitement que je reçois actuellement aide ces deux maladies-là. Ah, OK. Pour la maladie de Fabry, on n'est pas certain à quel point la maladie cause des symptômes parce que les maladies se fondent les unes dans les autres. Donc, et c'est une des raisons qu'on n'a pas eu accès au traitement qui est très dispendieux. Mais bon, comme je disais, c'est des maladies rares. Il y a 2000 personnes dans le monde qui ont la maladie de Fabry. Donc, des fois, il peut y avoir des maladies qui a 200-300. 2000 personnes dans le monde. C'est pas beaucoup si on compare à d'autres maladies. Effectivement. Donc, le diabète, un exemple. Oui. Donc, je pense qu'au Canada, il y a peut-être 200 personnes qui ont la maladie de Fabry. C'est concentré dans certaines provinces, c'est génétique. Donc, et il y a d'autres maladies comme ça. Et les gens n'ont pas accès au traitement parce que c'est pas rentable pour les compagnies pharmaceutiques. D'un autre côté, payer à 100 000 personnes un traitement courant là, pour le cholestérol, le diabète, et payer à 50 personnes au Québec un traitement pour Fabry, parfois ça peut s'équivaloir. C'est que le chiffre est gros comme ça, mais quand tu tiens compte du fait qu'on n'est pas beaucoup, bien, la facture est peut-être pas si élevée en bout du compte. Là, je ne dis pas que c'est pas comme s'il y aurait 2 millions de personnes qui auraient la maladie de Fabry à traiter au Canada. Là. Quel dilemme de société, hein? On connaît souvent des gens dans notre entourage, hein, j'en connais, j'ai des amis qui ont le même dilemme, qui ont une maladie rare et qui ne peuvent pas recevoir le traitement. Dû à la, entre guillemets, non-popularité de la maladie en tant que telle. Ils sont tombés sur une mauvaise maladie. Puis le pire là-dedans, c'est que ça fonctionne réellement comme ça pour développer un médicament allant dans le sens de soit soigner les symptômes ou carrément guérir la maladie. Les compagnies pharmaceutiques vont aller sur ce qui est de masse. Les compagnies pharmaceutiques. L'offre et la demande, dans le fond, c'est ridicule lorsqu'on parle de santé, mais à quelque part, il y a beaucoup de capitalistes, de philosophie capitaliste derrière tout ça. C'est des business. Hein? Les compagnies pharmaceutiques sont là pour faire de l'argent et aussi, si c'est une maladie rare, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à développer un médicament. C'est plate à dire, mais ils savent que ce ne sera pas très rentable. Ça va être tellement exorbitant le coût que les gens ne pourront pas se le permettre. Donc, les compagnies pharmaceutiques développent des médicaments pour le même groupe de maladies. Exactement. Tant mieux pour ces maladies-là, mais les maladies plus rares sont laissées de côté. Ça, c'est triste. Autre argument qui va dans le même sens, trop difficile de mettre des barèmes en quel pourcentage de survie où ça devient intéressant là, de payer le traitement en tant que tel. Il y a aussi cette statistique-là qui rentre en ligne de compte. Là. Bien, par exemple, dans les traitements pour le cancer, on entend souvent, bon, il peut avoir tel traitement, ça va le rallonger de tant de mois, ça va augmenter de 5 ses chances de survie après 1 an. C'est quoi le barème? On la trace où, la ligne? OK, passer 50 de chances de survie, c'est un bon traitement, puis à 49 ben, désolé, c'est pas assez, mais lui, à 51 il a passé. On a un problème éthique, là. La personne qui va devoir mettre les espèces de barèmes. Déjà, ça se fait... Ils n'ont pas le choix. Le ministère de la Santé qui approuve les médicaments fait déjà cette mathématique-là. Il décide, bon, ce traitement-là, non, c'est plus ou moins efficace. Mais c'est triste parce qu'il y a des gens derrière ça. Là. Ah oui, oui. Donc, dans le cas du cancer, puis on a beau dire, bon, il y a 5 de chances que tu survis à ce cancer-là avec ce traitement-là. Puis les gens vont se dire, bien, tu n'as quasiment pas de chance de survivre, mais tu as 5 quand même. Oui. Tu sais, il y a le 5 est là. Et souvent, avec les traitements de chimio, ça va être tellement difficile sur le corps, parce que c'est carrément un poison. Hein. On tue tout. Hein. On s'attaque aux cellules. Et puis, à ce moment-là, qu'ils soient bonnes, qu'ils soient mauvaises, on y va sur un traitement qui est radical. Là. Et souvent, il y a des gens, je ne dis pas que dans la majorité des cas, puis je ne suis pas contre la chimio en tant que telle, de façon générale, malgré que l'émission que je parlais tantôt m'a beaucoup fait réfléchir, mais il y a des gens qui meurent des effets secondaires de la chimiothérapie. Là. Il y a des gens qui viennent carrément, là, on ramène à la phase, entre guillemets, zéro. Là.
Bien, je connais des gens qui ont fait un deuxième cancer. Au deuxième cancer, se sont dit non, pas de chimio. Le petit peu qui va me rester, je vais le vivre pleinement et essayer d'en profiter, même si C'est un on choix. parle de Hein. 3 mois versus 5 ans, un exemple, mais 5 ans avec quel genre de qualité de vie? Puis j'ai des proches. On en connaît hein, qui ont connaît. vécu l'enfer, qui allaient faire des traitements de chimio, de radiothérapie. Puis en bout de ligne, ils étaient bien 4-5 jours dans le mois. Ouais. Mais tu en as d'autres qui se sont sauvés la vie avec ça. Donc, c'est un choix à faire avec le médecin qui explique vraiment le pour et le contre. Là. Puis le 5 devient relatif lorsqu'on regarde ça de façon froide à l'intérieur de l'émission d'aujourd'hui en studio versus le diagnostic dans le bureau seul avec le médecin. Le 5 là, il ressemble à un 95. On s'y accroche. Ah oui, on monsieur. s'y accroche. Et je comprends. Quelle épreuve. Ouais. Moi, ça me traumatise carrément. Là. Et c'est une épidémie. Hein? Tu te rappelles la publicité qui a passé à cet moment-là? On voyait les gens assis dans le salon, puis quand l'annonce a été faite, les gens étaient projetés vers l'arrière. J'ai trouvé que c'était une des publicités qui me touchait le plus sur l'effet que ça peut avoir sur la personne, bien sûr, mais l'entourage. Ah, les gens qui ont traversé ça me disent c'est exactement ça. La publicité, c'était exactement ça. Incroyable. Oui. Abuse de l'espoir des gens, cancer avancé, dans le but de rallonger de quelques mois, mais à quel prix? C'est un peu la discussion qu'on vient tout juste d'avoir. Bien, c'est l'argument de M. Barrette. On s'entend que M. Barrette a quand même une bonne expérience de terrain. Bien, c'est sûr. C'est pas un mécanicien là, qui est c'est un médecin. Ses prises de position ne font pas toujours l'unanimité. Mais ça, le commerce de l'espoir, on le voit ça un peu partout. Des fois, je vois des espèces de pilules miracles là, qui sont, en tout cas, pas réglementées. Tu vois ça là, dans les magazines, puis tout ça. On ne le dira jamais assez, prudence. Là. Tu ne sais jamais qu'est-ce que tu prends. Prendre des médicaments en dehors d'un pharmacien, d'un médecin, en tout cas, c'est très, très dangereux. Et je vois des espèces de pilules miracles, ça guérit tout, puis c'est miraculeux. Alors oui, il y a des gens sans scrupules qui vont faire des faux médicaments, puis ils vont abuser du désespoir des gens, parce qu'à un moment donné, il faut que tu t'accroches à quelque chose. Donc, dans tous ces pays-là, probablement qu'il y a des traitements que c'est tout simplement de l'abus. On veut juste l'argent des gens. Mais dans tous les traitements, il y a quand même des cas de gens qui je ne sais pas s'ils ont guéri, mais qui allaient mieux, qui ont été prolongés. Donc, dans tous ces traitements-là, je pense qu'il y en a quand même. Aussi qu'il y a eu des articles dans la littérature médicale. Donc... Et avec l'accès plutôt à l'information sur Internet et tout ce qu'on voit, parfois il faut faire attention à ce qui peut paraître une vérité absolue versus le conseil critique qu'on peut avoir directement avec notre médecin traitant ou l'équipe qui est autour de nous. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on est atteint du cancer et qu'on a une équipe qui travaille avec nous, le capitaine du bateau, ce n'est pas le médecin traitant. C'est la personne qui est traitée, c'est la personne qui a à vivre avec cette réalité. Ben oui, et cette personne-là se doit d'être très critique sur la façon avec laquelle le tout est coordonné. C'est elle qui décide, cette personne-là. C'est un choix, mais en autant que c'est un choix éclairé... Éclairé est le bon terme. Il ne faut pas s'improviser médecin, puis je veux dire... Faire confiance à tout ce qu'on voit sur le net. Il y a quand même des avantages à vivre au Canada et au Québec. On a quand même un régime de santé qui va analyser, faire des tests. Oui. Souvent, on dit bien trop longtemps, bien trop de tests avant de le mettre. C'est efficace, c'est éprouvé, on va le mettre. Puis là, ça peut prendre 4-5 ans de plus au Canada avant d'être homologué, mais il n'y a pas que du négatif à cette démarche-là. On est un pays quand même c'est très contrôlé. Souvent, on voit des avis de Santé Canada, tel médicament est retiré. Il est en opération aux États-Unis, puis il ne l'est pas ici. Ça va prendre 3-4 ans. Des fois, ce n'est pas toujours pour des raisons qui, au premier égard, nous paraît bien ciblées, mais cette prudence-là a tout de même fait ses preuves dans plusieurs cas. Là. On est chanceux de vivre dans un pays. Ça m'est arrivé, là, c'est sûr, je prends beaucoup de médicaments. Puis ça m'est arrivé que le médecin me dise, bon, je vais changer tel médicament. Il y a eu un avis de Santé Canada qu'il y avait eu des cas de mortalité, donc j'aime mieux pas prendre de chance. Donc on est chanceux, je veux dire, d'avoir un système de santé compétent comme ça. Là. Quand on a à vivre avec la chimiothérapie, les effets secondaires, là, c'est un cartable d'une dizaine de pages. Exactement. C'est quelque chose. Oui. Si le traitement était vraiment efficace, là, je viens de te voler une intervention, pas trop fâché. Si le traitement était vraiment efficace, il serait offert ici, tout simplement.
Bien, c'est sûr, si c'était miraculeux, je pense que oui, parce que les médecins ici, on est parmi les meilleurs au monde, là. Oui, ça peut arriver qu'un traitement va sortir dans un pays avant un autre, mais comme celui qu'on parlait en Allemagne, on parle que ça ferait comme 25 ans que c'est connu comme type de traitement, sauf qu'on ne l'offre pas dans le même but, comme je disais, soins palliatifs versus essayer de guérir quelqu'un. Mais je pense qu'avec toute la littérature médicale, les médecins se tiennent à jour. En tout cas, moi, les médecins que je connais, ils vont à des colloques, ils reçoivent toutes sortes de documentation, puis sont au courant de ce qui se passe. Le mien aussi. Je pense que tous les médecins ont quand même une conscience professionnelle d'essayer de demeurer à la fine pointe de l'information. Ben oui, parce que je veux dire... C'est des passionnés, c'est une vocation être médecin. C'est une vocation, donc il ne faut pas croire que... ben, je sais qu'il y a des gens qui s'amusent à aller sur Internet pour essayer de trouver des choses que le médecin ne connaît pas, puis là, tu t'inventes des maladies, puis en tout cas, si tu peux aller voir sur Internet, c'est pas mauvais en tant que tel pour comprendre, disons, si tu as une maladie, essayer de la comprendre, tout ça. Mais comme je le disais, c'est improviser médecin, puis se dire, ah, il y a un traitement miraculeux, comment ça, mon médecin m'en a pas parlé, bien, parlez-en à votre médecin. Ce qui est important dans la phrase que tu viens de dire, c'est le fameux nom miracle ou miraculeux. Faut faire attention. Aussitôt qu'à ce mot-là, dans une phrase là, ou dans une publicité ou dans une annonce, là, il faut faire attention là, des miracles. Là, je ne prétendrai pas qu'il n'y en a jamais eu, mais disons que c'est pas aussi fréquent que les diagnostics de cancer. Oui, il faut être prudent avec ça. Là. Et naturellement, on a eu des gens qui se sont exprimés sur le sujet et je te laisse débuter avec le premier commentaire. Donc, comme argument que ceux qui ont les moyens paient, donc SD qui nous dit, si elle a eu, on parle du cas de la madame de Magog, si elle a eu son traitement à ses frais, c'est qu'elle pouvait se le permettre, alors c'est super pour elle. Moi, j'ai de la misère avec cet argument-là parce que... Tu n'as pas le même portefeuille? Ben, tu sais, moi, personnellement, je veux dire, je suis pas riche, mais je serais face à un cancer et honnêtement, j'essaierais de... Le médecin me proposerait un traitement aux États-Unis qui est très dispendieux. Je pense que je ferais tout pour l'avoir, puis je connais ma famille, je ferais tout pour que je l'aie, quitte à tout vendre, à s'endetter. À se ruiner. Donc, c'est pas parce que quelqu'un paye 20 000 $ pour aller suivre un traitement en Allemagne qu'elle ait le moyen. Je pense que c'est juste qu'elle est peut-être désespérée. Elle veut faire tout ce qu'elle peut pour se sauver la vie. Mais en même temps, c'est fréquent. Là. Les gens qui ont de l'argent, souvent, vont aller se faire soigner à l'extérieur. Je nommerai personne, mais je suis persuadé que tu sais de qui je parle en général. Là. On a plusieurs personnalités québécoises ou personnalités même canadiennes que lorsqu'ils ont besoin de traitement, je veux dire, on s'entend-tu que la maladie, c'est peut-être pas pareil quand tu as 40 millions dans ton compte versus quand tu es au salaire minimum, là. C'est clair, je veux dire, tu as des vedettes qui ont cancer. Bon, pas nécessairement des vedettes aussi, des entrepreneurs, quelqu'un qui a de l'argent. Des gens qui ont l'argent, ça simplifie parce qu'il y a des cliniques privées. Je veux dire, les temps d'attente, ça existe. les listes d'attente. Donc, ces gens-là ne vont pas attendre et ils vont passer tout de suite. C'est frustrant pour nous, pour les gens qui n'ont pas d'argent. C'est la vie. Mais c'est comme ça, on ne peut pas empêcher ça. Donc, il y a beaucoup de tourisme médical aussi. Ce n'est pas seulement pour des traitements miraculeux. C'est qu'ils ne veulent pas attendre, ils veulent avoir une opération tout de suite. Donc, ils vont aller à l'extérieur. Malheureusement, l'argent fait loi. Ce n'est pas juste dans le domaine de la santé. Là. On n'a qu'à penser au domaine de l'éducation, c'est la même chose. Là, hein? Mais c'est comme ça partout. Je veux dire, les gens qui sont bien nantis vont avoir beaucoup d'avantages dans bien des Disons domaines. que quand quelque chose ne fait pas leur affaire, ils peuvent passer par une autre porte et avoir l'argent nécessaire pour... Ils ont plus d'options que nous. Défoncer les portes au lieu de cogner avant de rentrer. C'est ça, exactement. Un autre commentaire, on est déjà chanceux d'avoir la gratuité du système de santé. Ça, personne ne peut être contre une telle affirmation. C'est un commentaire de BO. Je trouve qu'on est déjà très chanceux d'avoir des soins qui sont, dans la majorité des cas, gratuits au Québec. Ben oui. Avec notre fameuse carte soleil. Il ne faut pas non plus commencer à voir le Québec comme un pays du tiers-monde en termes de santé. Je veux dire, on a ici, là, c'est fou ce qu'on arrive à faire. Des fois, tu entends parler d'un cas de quelqu'un qui avait une opération et il va passer 8 heures sur la table d'opération. C'est des méchants spécialistes, des méchants hôpitaux, là. Ils sauvent des vies qu'ils n'auraient jamais pu sauver il y a 20 ans. Donc, au Québec, on est chanceux. Ça a l'air qu'on a toute une expertise médicale ici. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur se faire soigner au Québec. C'est dans les deux sens. L'hôpital pour enfants, là, on est une sommité à l'international. Oui, définitivement. Donc, on est chanceux, c'est gratuit. Ça, il y a beaucoup de gens à travers le monde qui envient notre gratuité des soins.
On a accès, bon, oui, il y a des listes d'attente, mais on a accès, tout le monde a accès aux mêmes soins. Donc, je pense que ça doit peser dans la balance avant de trop critiquer notre système de santé. Les méchants défis d'arriver à satisfaire tout le monde Oui. à notre époque aujourd'hui et d'avoir un système. On n'aura jamais, d'après moi, ça serait utopique de penser Oui. qu'un jour notre système de santé va être. Il n'y aura aucune critique de quelque endroit ou de quelque personne que ce soit par rapport au service rendu. Oui, Il va pense. toujours avoir des gens, malheureusement, qui ne sont pas satisfaits. Et ça arrive des fois que c'est avec raison, mais où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein? Bien, le système a des ratés comme à travers le monde, comme partout. Mais on c'est ça, tente. hein? Hein? Moi, j'ose penser, pas juste espérer, j'ose penser que les gens qui travaillent dans le domaine de la santé ont toujours l'espoir de faire mieux et non l'espoir de faire pire. Hein? Ben oui, Toi, là, ça évolue toujours. il y a des limites à être autodestructeur. Oui. On s'arrête où? Un commentaire de SD, mais la question que je me pose, c'est jusqu'où on est prêt à payer pour aider tout le monde. On a un peu souligné ça en début de discussion d'arguments contre. Effectivement, ça va être assez. C'est quoi? Est-ce qu'on va faire une espèce de liste de maladies qu'on va traiter? Bien, c'est un peu ça qui se passe, honnêtement. Là. Oui. Mais c'est totalement injuste. Ça va aller de pire en pire. Parce qu'à un certain moment donné, comment on va faire pour soutenir le système de santé? C'est une grosse partie du budget global du Québec à l'heure où on se parle. Là. Oui, puis qui dit population vieillissante dit problème de santé qu'on n'avait pas soigné avant. Exactement. Que là, maintenant, ça se présente. Donc, ça sera pas rose dans le budget de la santé, dans l'avenir. Ça termine en ce qui concerne les arguments contre et les témoignages aussi. Oui. Alors, on y va vers une vision un peu plus positive maintenant. Les arguments pour. Oui. Donc, comme premier argument pour, on a avantage à apprendre des découvertes à l'étranger. Voilà un esprit d'ouverture que je crois qui est important. Je pense que ça se fait quand même au Québec. Comme je disais, en tout cas, moi, les médecins que je connais vont à des colloques à l'étranger, vont lire ce qui se passe. La plupart des médecins se mettent à jour. Il y a des revues spécialisées Oui. auxquelles ils sont pour la plupart abonnés. Oui, donc je pense que la plupart des médecins ont ça à cœur. C'est une vocation, ils sont dans ce domaine-là, ils aiment ça, tout ça. Mais oui, à un moment donné, il y avait eu une espèce de traitement miraculeux pour la sclérose en plaques. Puis là, bon, ça avait fait... on avait entendu parler partout, puis ça guérissait la sclérose en plaques. Puis, à un moment donné, on a fait des études plus poussées, puis le spécialiste qui avait mis au point cette espèce de traitement-là, lui-même avait mis des bémols pour dire, bien, attention, il y a des risques quand même, c'est pas si miraculeux. Des fois, on s'emballe vite. Ça avait fait les manchettes, ce dont tu parles. Il y a des gens années. qui avaient été à l'extérieur pour subir cette intervention-là. Et maintenant, bien, on a vu que bien, finalement, ça marche peut-être pas si bien que ça. Et il y avait quand même... La sclérose en plaques, je crois, qui est en question à ce moment-là. Hein? La sclérose en plaques. Tout à fait. Je pense que c'était une intervention au niveau du cou, oui, un truc comme ça. Et donc, il y a souvent des traitements miraculeux qui on disait que c'était un sortent. scandale de ne pas laisser les gens aller suivre le traitement. Puis 2-3 ans plus tard, en fin de compte, la façon de faire du régime de santé a été soulignée comme étant adéquate. On comprend mieux la prudence. C'est quelque chose pareil. Hein? Parce que sur le coup, même au niveau des médias, on en faisait un scandale. Je me rappelle. Ben, moi, je me souviens, moi-même, je me dis, mon Dieu, comment ça, on ne peut pas avoir ça ici, c'est épouvantable, les gens sont malades. Mais avec le recul, on voit que finalement, c'était mieux d'être prudent dans ce dossier-là. Autre commentaire, argument plutôt présomptueux pour le ministre de la Santé d'affirmer que si les traitements n'étaient pas offerts ici, il n'est pas efficace. Bien, c'est sûr que le ministre de la Santé, il n'a pas la langue de sa poche. Disons qu'il dit ce qu'il pense. Ça démontre une certaine confiance en ses propos. Là. Oui, je pense que... D'où le terme présomptueux. Je pense qu'il ne peut pas affirmer que si ce n'est pas offert ici, c'est pas efficace. Je veux dire, on est excellent au Québec, mais... Malgré qu'il est plus compétent que nous. Oui, définitivement. Il connaît mieux tout ce qui est médical que nous. Mais... Quand on parle de gestion de l'espoir, là, c'est là où c'est une belle affirmation de ce qui apporte à réflexion. Oui. On travaille fort dans plusieurs pays, puis on ne travaille pas fort dans les mêmes domaines non plus. C'est-à-dire que, bon, par exemple, au Québec, on peut être spécialisé au niveau des enfants, exemple. En Allemagne, ça peut être autre chose. Donc, oui, on a intérêt à apprendre de ces pays-là.
et ne pas se fermer les yeux en se disant, ben là, ils sont pas meilleurs que nous autres. Je pense qu'il faut quand même avoir une ouverture. Je pense qu'en général, le Québec le fait parce que la plupart des traitements vraiment efficaces, je pense qu'ils finissent par être disponibles ici, là. Donc, Dans la mais majorité des cas, je pense que c'est le cas. des fois, ça prend plus de temps qu'on voudrait. Ouais, c'est ça l'affaire. Mais c'est le filtre qu'on s'est doté pour être certain de faire les choses dans le bas d'ordre et surtout que la décision, on ne revienne pas que ça ait été trop rapide et puis qu'on aille à vivre avec des conséquences graves par la suite. Là. Des recours collectifs préventif, contre des... préventif comme mode de fonctionnement, je Exact, crois. exactement, parce qu'il y a des pays ça prend moins de temps, si on veut. Et il y a eu des recours collectifs pour des médicaments qui ont été mis sur le marché peut-être trop vite. Et il y a eu des morts. Et là, à un moment donné... Puis c'est bien de souligner, hein, c'est carrément des morts. Oui, des morts. Oui. Autre argument? Encore faut-il que les patients sachent quels traitements sont disponibles ici, les études, tout ça. Mais encore faut-il que les gens parlent à leur médecin. Moi, j'entends des gens, là, ils sont malades, ça va pas bien, ils reviennent du médecin, tu leur demandes, puis ben, je sais pas, j'ai pas posé de questions. C'est à la base. Donc, il faut... Puis on peut être très étonné de... Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, ce médecin-là parle pas beaucoup. Puis j'ai osé les questions, puis je peux te dire, j'ai été agréablement surpris Ben oui. de l'ouverture et puis de l'information qui est ressortie d'une simple petite question. Ben... Puis en plus, c'est rassurant. Ben oui, puis ils sont... Parce qu'on n'est pas des spécialistes. Ils sont ouverts. Moi, des fois, j'ai des choses sur Internet ou là, j'ai lu ça, ça a tout l'allure. Je demande à mon médecin, puis il me répond oui ou non. Puis c'est bien, j'ai une réponse. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. C'est des gens avec qui on peut discuter, en fin de compte. Ben oui, je veux dire, s'il n'y a pas de relation de confiance avec ton médecin, ça va pas bien. Non, ça va pas bien. C'est à la base. Donc, exemple, on apprend qu'on a un cancer. Première chose, je demanderai à mon médecin, y a-t-il un traitement, une étude, que je peux-tu faire participer comme cobaye d'une étude, quelque chose qui n'est pas encore sur le marché? Ça se demande. Le médecin, il va faire des recherches, puis ça se demande là, comme question. Là. Donc, il y a peut-être des traitements que vous pensez qu'ils ne sont pas disponibles au Québec, mais qu'ils le sont. Là. Et il n'y a rien de plus rassurant que d'avoir des discussions à livre ouvert avec notre médecin. Oui, puis si vous faites... Notre médecin ne peut pas nous soigner si on n'est pas à livre ouvert. Il faut tout dire la vérité. Il faut tout dire. Puis si vous décidez de vous soigner avec des herbes, des ci, des ça, j'ai rien contre ça, mais il faut le dire à son médecin parce qu'il y a des choses qui viennent en interaction avec des médicaments. Donc, il faut être transparent. Là. Et encore une fois, on a eu des gens qui ont commenté directement sur la page Facebook. Je débute avec le premier commentaire. Des gens vendent tous leurs biens et s'endettent pour se soigner. Un commentaire, excusez-moi, de SD. Pas tout le monde qui ont les moyens de payer autant pour se faire soigner. Si ça m'arrivait, je ne voudrais pas mettre ma famille dans les dettes ou se retrouver, dû à ces dettes-là, dans la rue. C'est triste, mais on voit ça, des gens qui se ruinent, qui perdent tout pour essayer de se sauver la vie. Ça ne devrait pas arriver, des choses comme ça. Pour l'important, avoir la valeur première de dire la vie, ça n'a pas de prix. Hein? Ben oui. Fait que l'argent devient secondaire, malgré qu'elle est essentielle, mais dans un tel drame qui nous est présenté dans la vie de tous les jours, elle devient secondaire, je crois. Oui, puis tu as déjà à te battre contre la maladie. S'il faut en plus que tu te bats à ne plus être capable de payer tes comptes, c'est triste. Puis on en connaît tous des gens qui ont tout perdu pour essayer de sauver un de leurs proches. Il ne faudrait jamais arriver à se rendre là. Le gouvernement devrait faire du cas par cas aussi, selon ta situation financière, selon ton état. S'il ne pourrait pas, comme je disais, t'embarquer sur une espèce de traitement expérimental. Je pense que ça devrait être du cas par cas, là, au lieu de faire des espèces de barèmes rigides. C'est froid comme méthode de calcul. De mettre des barèmes comme ça. Qui rend l'analyse trop mathématique. Là. Oui. C'est pas des mathématiques, c'est des sciences humaines, cette affaire-là. Exactement. Donc, il faut tenir compte de ça. Ensuite, on a comme argument qui ne se battrait pas pour sa vie, c'est qui nous dit, tu sais, quand tu n'as plus rien à perdre et peut-être à gagner un temps précieux. Je ne blâme pas ces gens-là qui essaient d'aller à l'extérieur, qui font tout. Moi, la première, je ferais tout pour essayer de me garder en vie, ou si c'était un de mes proches. Donc, ces gens-là n'ont rien à perdre. Ils essaient de se sauver leur vie. Là. Puis qui peut se vanter aujourd'hui
de signifier de façon claire qu'il est prêt à mourir, là, quel que soit Oui. l'âge qu'il a. Moi, je connais des gens qui ont 90 ans et plus puis qui sont vraiment pas prêts à mourir, là. Non, non, définitivement. Donc, Fait qu'imagine à 15 ans ou à 25 ans ou à 40 ans, pas plus près, là. Donc, la beauté de la chose au Québec, puis corrige-moi si je me trompe, mais je pense que tu es un peu au courant, heureusement, il est possible d'avoir un encadrement quand même assez professionnel pour cheminer là, dans un drame tel que celui-là. oui, 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 autant au niveau psychologique que médical. On est chanceux pour ça, d'ailleurs. Parce que demain, aujourd'hui, on va tous mourir, c'est juste que parfois ça arrive dans des circonstances fort peu agréables. Voilà. Oui. Autre commentaire, choix de société. Un commentaire de VA. La santé, c'est un choix de société, selon moi. On doit tout faire pour prendre la médecine des plus efficaces. Bien, c'est sûr, comme nation, je pense que la santé, c'est parmi les plus grandes priorités au Québec. Hein. Ça dépend des Si je ne me trompe pas, c'est la moitié de notre budget. Là, alors, on se oui. parle. Et moi, tant mieux, je veux dire, moi, personnellement, je trouve que c'est la priorité. C'est pas que l'éducation n'est pas importante et les autres... Elle vient deuxième dans nos valeurs québécoises. Hein. C'est ça. Mais moi, en priorité, c'est vraiment la santé parce que beaucoup découle de la santé des gens. Si la santé ne va pas bien, et beaucoup de choses n'iront pas bien, ou ben, les gens ne peuvent pas travailler, les gens s'endettent, c'est des drames familiaux, la pauvreté. Donc, c'est la base, je pense. La santé, ça devrait vraiment être la priorité du gouvernement. On est privilégié d'avoir fait ce choix-là. Aux États-Unis, c'est loin d'être clé en main. Hein. Ça a été aux dernières élections américaines et même celles qui s'en viennent très rapidement. C'est un poste important de dépense et une priorité. C'est que l'enjeu bien les Américains électoral. aimeraient. Oui, c'est un enjeu, je cherchais Oui. le mot exact. Et puis, c'est le coût qui est relatif à ça, bien sûr. Mais mon Dieu, quelle époque ça devait être, et mes grands-parents l'ont vécu, de vivre sans assurance santé. Là. C'est incroyable. Exactement. Donc, c'est ça. On voit que nos voisins du Sud, des gens pauvres qui ne peuvent pas se faire soigner. Ils rentrent à l'hôpital, ils sortent avec une dette de 80 000 de 150 000 un simple accouchement, c'est une dizaine de milliers de dollars. Regarde, c'est pas évident. Puis, un enfant malade. Regarde, c'est des petites fortunes qui ont été dépensées sur mes propres enfants. Là. J'ai passé par là. Puis, oui. Une chance qu'on n'a pas eu la facture. J'ai souvent eu cette réflexion-là. Ça aurait pris 3 vies pour payer ce que ça a coûté. Ben oui, parce que quand ben c'est ça, il y a beaucoup de maladies comme dans notre famille. Puis je me dis souvent, mon Dieu, une chance, je suis au Québec. J'aurais pas eu les moyens de me faire soigner ailleurs. On vient de dire qu'on est privilégié d'être au Québec, mais ce n'est que d'être responsable par rapport au comparatif qu'on peut faire avec les pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas place à amélioration. Non, mais c'est ce qui fait la beauté de la société québécoise. On est bien et on veut toujours être mieux dans le respect des choses et le respect des personnes qui travaillent à améliorer tout ça. Oui. On est rendu au système de santé lent, hein, Jocelyne? Oui. Donc, je vais avec le commentaire système de santé lent. Un commentaire de SH. La vraie question que le ministre Barrette tente d'éviter est pourquoi au Québec n'avons-nous pas rapidement les nouveaux traitements qui sont reconnus dans d'autres pays occidentaux? On a eu ce petit argumentaire-là tantôt. Dans certains cas, oui, ces traitements, en étant plus efficaces, finissent par coûter moins cher à l'État. Ça, c'est l'argument que toi, tu avais apporté. Exactement. Comme je disais en début d'émission, il y a beaucoup de maladies, de maladies chroniques, incurables à long terme. Le gouvernement, comme je disais, je parle par exemple du cas de maladie Fabry que je connais. Le gouvernement va décider de donner le traitement quand tu es rendu au stade de la dialyse. Alors que ça aurait pu être évité parce que le traitement sert, entre autres, à éviter la dialyse. Donc, en bout de ligne, le gouvernement va payer plus cher. Le calcul est vraiment mauvais. En plus, sans parler de la question éthique, on laisse mourir les gens, on les rend malades. Donc, dans beaucoup de maladies comme ça, si le gouvernement offrait un traitement, beaucoup de complications, de greffe d'organes, de dialyse, d'ACV, etc., de gens invalides à long terme, beaucoup de choses comme ça pourraient être évitées. C'est souvent des traitements qui sont préventifs, qui vont servir à prévenir les complications. Donc, j'ai la misère avec la façon de fonctionner du gouvernement, de ne pas avoir cette espèce de vision à long terme-là, de juste voir l'espèce, c'est un traitement à 200 000, c'est trop cher, mais de ne pas voir que ça va lui coûter... dialyse. Ça va coûter beaucoup plus cher
en bout de ligne, et sans compter que la personne n'aura plus de qualité de vie. Donc, je pense que le gouvernement doit refaire ses devoirs à ce niveau-là, au niveau des maladies plus rares, si on veut, plus dispendieuses. Oui. Et le dernier commentaire. Donc, il existe des cas de guérison pour des maladies pour des malades qu'on avait condamnés. On a décès qui nous dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Je l'ai gardé pour la fin, cette citation-là, parce que je pense que ça résume bien. Il y aura toujours des gens pour analyser ça plus froidement et se dire ben là, il y a juste 30 % de chances de survie, à quoi bon essayer de soigner cette personne-là? Mais moi, je suis plutôt la personne qui va s'accrocher aux 5 % de chances de survie. Moi aussi. Il y a des gens... Même si c'est une statistique peu encourageante, oui. Aussi, accroche, ça ne veut pas. J'en connais des gens qu'on a condamnés, qu'on leur donnait 6 mois à vivre et qui ont fait 15 ans. Ça existe, j'en connais personnellement. Donc, personnellement? Oui, j'en connais personnellement des gens qu'on avait condamnés. Et ici, à Grande-Rivière, 2 personnes qui ne devaient pas faire 6 mois. Puis il y en a un qui a fait 15 ans, puis l'autre a fait une dizaine d'années. Donc, quand tu vois des cas comme ça, où la médecine se trompe, ça arrive, je veux dire, ça fait réfléchir. C'est normal parce que c'est quand même difficile de déterminer combien de temps il reste à une personne. En général, ils arrivent à dire d'une façon plus ou moins précise, mais il y a des cas qu'on n'explique pas, des gens qui vont faire beaucoup plus longtemps. Et moi, je m'accroche à ça et je comprends que ces gens-là veulent aller chercher tout traitement qui pourrait les aider et j'aimerais que le gouvernement en tienne compte et que le ministère de la Santé aide ces gens-là pour justement ce pourcentage-là qui existe de gens qui arrivent à guérir, à prolonger leur vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, voilà une émission, je crois, Jocelyne, qui cette semaine fait beaucoup réfléchir et j'imagine que vous, à la maison aussi, vous avez une réflexion propre à l'ensemble des faits qui ont été et de l'information qui ont été soulignés à l'intérieur de l'émission de cette semaine. Alors, je dois dire, beau travail de recherche, Jocelyne. Et comme je le dis à chaque semaine, ça sera un plaisir de se revoir pour un autre sujet la semaine prochaine de votre émission, oui. Le pour et le contre. Donc, rendez-vous la semaine prochaine.